Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Eh bien, voyez-vous, il y a des choses à ne pas faire si vous ne voulez pas qu'on vous prenne pour un fou. Exemple, ne pas payer les traites de ses meubles, rosser à coups de bâton l'huissier qui vient les saisir et le jeter dehors. Il faut savoir se retenir de rosser l'huissier. Albert Pell, horloger à Montreuil, ne put pas se retenir et on l'enferma à Sainte-Anne pendant 15 jours. Vous me direz 15 jours, c'est pas beaucoup, et si ça l'a soulagé, après tout, on peut l'admettre. Peut-être. Cela dit, je ne vous conseille pas de rosser un huissier parce que si vous êtes comme Albert Pell, votre avenir et celui de vos proches m'inquiètent beaucoup. On commence par rosser un huissier et on se retrouve avec son nom écrit en grosses lettres au firmament des dossiers extraordinaires. Avant toute chose, voyons un peu à quoi ressemble Albert Pell, notre rosseur d'huissier. Il est élevé par sa maman et, à l'époque de sa vie qui nous intéresse, il a 23 ans et il vit avec elle. Madame Pell a acheté, rue Rochechouart à Paris, un fonds de commerce d'horloger pour son fiston. Elle a cru bien faire en lui donnant la possibilité d'exercer le même métier que son papa. Seulement pour faire un bon horloger, il faut être passionné d'horlogerie, de mécanique de précision, avoir l'amour du temps qui s'égrène au rythme des balanciers. Albert Pell a d'autres passions bien mystérieuses. Parfois, il reste enfermé dans sa chambre des semaines entières. Il n'ouvre à personne, se nourrit de quignons de pain et de morceaux de fromage. Par moments, on l'entend jouer de l'orgue. Madame Pell se rengorge. Mon fils adore la musique. C'est un musicien né. Mais quand l'orgue se tait et que la porte reste fermée, à quoi joue donc Albert Pell? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne répare guère les montres qu'on lui apporte et que la boutique ne fait guère de bénéfices. Les rares fois où Albert Pell sort de chez lui et parle à des étrangers, il leur raconte n'importe quoi. Qu'il est médecin, ou électricien, ou sauveteur homologué, ou mathématicien de génie, ou philosophe. C'est évidemment un mythomane. Et qu'est-ce qu'un mythomane? C'est le plus souvent un individu instable, vaniteux, sans personnalité et volontiers théâtral. Les enfants sont quelquefois mythomanes pour attirer l'attention sur eux, en général parce qu'ils manquent d'affection ou croient en manquer. Albert Pell, dont les parents avaient divorcé très tôt, était peut-être dans ce cas-là. Le mythomane peut également être pervers et faire du mal aux autres, mais en général, il a toujours un but précis, soit se faire remarquer, soit récupérer de l'argent. Albert Pell a 2 buts dans la vie, se faire remarquer et récupérer de l'argent. C'est un personnage intéressant. Il faut dire que la nature ne l'a pas gâté. Il est laid, maigre, goitreux, le teint est grisâtre, l'œil sournois. Le tout agrémenté d'une barbiche et de lunettes de myope. Ce signalement est extrêmement curieux d'ailleurs, pour un homme qui, tout au long de ce dossier, va s'occuper exclusivement de femmes, en tirer sa subsistance et sa notoriété. À 23 ans, la première femme de sa vie, c'est encore sa mère. Mais Madame Pell est malade, depuis plusieurs semaines elle se plaint de vertiges, de maux de tête et d'horribles douleurs au ventre. Albert apparemment s'en soucie comme d'une guigne. Un matin, une femme sonne à la petite maison rue de Charonne. C'est une amie de Madame Pell qui vient prendre de ses nouvelles. Elle la trouve bien malade et va tambouriner à la porte d'Albert. Des flots de musique lui répondent. Elle insiste et il finit par entr'ouvrir sa porte, l'œil maussade. Qu'est-ce que c'est? Albert, je viens voir votre maman, elle est très mal. Il faut faire venir un médecin. Il est déjà venu hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il reviendrait? On reviendra pas, ça ira mieux demain. Et la porte se referme sur le mystère de la chambre d'Albert et son indifférence totale à la maladie de sa mère. Le lendemain, l'ami se présente à nouveau rue de Charonne. Cette fois-ci, Albert ouvre la porte, toujours aussi indifférent. « Ça y est, annonce-t-il, elle est morte. »
La visiteuse sursaute et s'empresse, désireuse d'aider ce pauvre Albert, qui doit être bien malheureux. En fils aimant qu'il est sûrement, elle propose d'aider à l'ensevelissement. Sûrement pas. On touche pas aux mortes. En réalité, seul dans la maison, Albert fouille les meubles, soulève les parquets dans l'espoir de découvrir le magot de sa maman. Il ne trouve rien et ne se prive pas d'étaler sa déconvenue devant le voisinage interloqué. « J'ai rien trouvé. Elle avait du coup de l'argent dans sa jupe. On l'a enterré avec, c'est bien ma veine. » On commence à le trouver vraiment bizarre, cet horloger. D'ailleurs, il décide très vite qu'il n'est plus horloger, maintenant que maman n'est plus là, il n'y a aucune raison de se forcer, alors il décide qu'il est professeur à la Sorbonne, ou peut-être organiste à la Trinité, c'est plus chic. Il dépense à tort et à travers l'héritage de son père, ne paie pas ses meubles, et c'est là qu'il rosse l'huissier, et c'est là qu'on l'interne 15 jours à Sainte-Anne. Il s'y tient très très sage, et assure qu'il n'est pas fou. On le relâche, la conscience tranquille. Vous pensez? Si l'on devait enfermer à vie tous les rosseurs d'huissiers, les psychiatres ne sauraient plus où donner de la tête. Mais les psychiatres ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir qu'ils viennent de rendre la liberté à un homme libre. Je m'explique. Albert Pell, en effet, débarrassé de sa mère, dans des conditions bizarres d'ailleurs, est désormais un homme libre. Libre de ses instincts, de mythomane et des autres. Il n'a pas d'argent, mais il se met en tête de commanditer un théâtre, les délassements comiques, et en même temps, il se fait passer pour médecin et électricien, ce qui n'a rien à voir, et en même temps, il prend une maîtresse et une bonne à tout faire. La maîtresse, Eugénie Meyer, n'est pas très belle, elle est couturière, elle a 10 ans de plus que son amant, mais l'amant est laid, il faut savoir se contenter de ce que la vie vous apporte. Albert a promis le mariage, et Eugénie Meyer s'installe à demeure en même temps que la bonne Marie. À demeure, cela veut dire dans un petit pavillon fort isolé, au Terne, que les huissiers ne connaissent pas et où Albert Pell s'enferme de nouveau. Il prétend qu'il travaille dans le génie et la chimie. Il ne veut voir personne, on lui passe son courrier sous la porte. Des flots d'orgue s'élèvent à nouveau, passant par les fenêtres closes, inquiétant vaguement les passants, des fumées étranges s'échappent de l'unique cheminée. Mais les voisins les plus proches sont à 200 mètres et nul ne s'inquiète de ne plus voir sortir les deux femmes. C'est qu'Eugénie est malade. Bien malade, au dernier degré de la phtisie, prétend Albert à la bonne qui s'inquiète. Et la bonne est malade aussi. Marie, pourtant vigoureuse, a mal au ventre, et vomit pour un oui ou pour un non. 15 jours passent. Un matin, Marie sort du pavillon. Elle est verte. Elle tient à peine debout, mais elle a décidé de se rendre à l'hôpital. Elle y arrive, s'y tient quelques jours, et en ressort guérie. Elle se précipite au pavillon pour prendre des nouvelles de sa maîtresse. Albert ouvre la porte, toise Marie. « Qu'est-ce que c'est ?»« Madame Eugénie va mieux ?»« Elle va tellement mieux qu'elle est partie. »« Alors vous n'avez plus besoin de moi ?»« Pas vraiment. » Marie ne saurait dire pourquoi, mais l'air de son patron, la barbiche qui pointe dans la porte entrebâillée, elle se sauve. Alors les places de bonne, ça se trouve toujours quand on a la santé. Cet homme-là a l'air d'un diable. Oh, oh, qu'elle a raison, Marie. Elle ne le sait pas encore, mais qu'elle a raison. La porte s'est refermée sur le pavillon, déserté par les femmes d'Albert Pell, et il reste seul là pendant 6 mois. Et tout d'un coup, il déménage. Personne ne lui demande où il va, mais il se croit obligé d'annoncer à la cantonade qu'il va se reposer dans le Midi. En réalité, il reprend avenue Kléber, son métier d'horloger. Ça ne le passionne pas, mais il a découvert qu'il pourrait prendre des apprentis. À un voisin de sa boutique qui s'étonne de le voir prendre des apprentis femmes, il explique « C'est plus pratique. Elles me font ma cuisine et puis j'en ai 3. 2 dans une chambre, la 3e avec moi. Tous les soirs on tire au sort. » Un coquin, ce vilain horloger. Et ça ne lui suffit pas. Il va prendre femme, et cette fois-ci pour de vrai. Il épouse une autre Eugénie, la 2e de sa vie, Eugénie Bufferot, qui lui apporte 4000 francs de dot et une belle-mère. Les portes de la maison se referment à nouveau sur la jeune épousée et son diable d'époux qui se remet à jouer de l'orgue. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc Albert Pell, ce diable d'horloger, a épousé Eugénie Bufferot le 26 août. Le 24 octobre suivant, elle est morte. Douleur d'entrailles, vomissements, déshydratation. Le médecin, mandé par la belle-mère, a parlé de champignons, de gastro-entérite et d'impuissance à enrayer la maladie. On enterre Eugénie,
Et sa mère réclame la dot. 2 mois de mariage, c'est trop peu pour 4 000 francs. Albert ricane. Vous pouvez vous fouiller? Hein? Une maladie comme ça coûte cher. Il est de plus en plus décontracté, l'horloger, de plus en plus sûr de lui. Les femmes passent, Albert demeure. Et 9 mois après, il se remarie. Angèle Murat lui rapporte 5 000 francs de dot et une nouvelle belle-mère qui a du bien. Albert est un gendre adorable. Il insiste pour que sa belle-mère habite sous son toit. Mais si, venez. Il insiste pour qu'elle fasse un testament en faveur de sa fille. Mais si, on ne sait jamais. Et il insiste ensuite pour que la fille fasse un testament en faveur du mari. Alors si la belle-mère meurt, c'est la fille qui hérite. Si la fille meurt, c'est lui qui hérite. 2 précautions valent mieux qu'une. Il en aurait fallu 3. Car la belle-mère tombe malade, la fille aussi, mais la belle-mère se sauve, poussée par on ne sait quel pressentiment. Et la belle-mère guérit. Elle ne meurt pas, elle n'a pas l'intention de mourir. Alors à quoi bon avoir une femme malade dans ces conditions? Car même si la femme meurt, l'argent reste à la belle-mère. Ce qui fait que la fille guérit. Elle guérit aussi soudainement que la mère. Albert lui fait une vie impossible. Il a touché la dot, si elle n'est pas contente, elle peut partir. Et alors, elle part. Elle part retrouver sa maman. Et le temps que la dite maman meurt de sa belle mort, Albert Pell a autre chose à faire. Il a rencontré une nouvelle Eugénie, la 3e de sa vie. Eugénie Rabule. 1200 francs d'économie à portée de la main, car Eugénie est domestique dans la maison d'en face. Mais Eugénie est belle. C'est un problème sérieux pour l'horloger. Comment faire pour séduire avec ce teint blême, ces yeux rouges, ce cou goitreux, cette maigre barbiche, même qu'on en est le diable? Comment faire pour séduire? Albert écrit. Il écrit à n'en plus finir. Et je ne vais pas résister à vous lire le dernier petit mot exquis de précision subtile, de tentation flatteuse qu'il adresse à sa belle. Écoutez bien. Mademoiselle, pardonnez, je vous prie, cette dernière lettre, motivée par l'appréciation de votre personne, et que m'ont suggéré la réputation dont vous jouissez et les qualités que l'on s'accorde à vous attribuer. Je puis me tromper, mais peut-être, estimez-vous, avec trop d'indifférence, ma situation modeste sans doute, mais dans laquelle vous trouverez un abri contre les vicissitudes de votre condition actuelle, une liberté, une joie, en un mot un bonheur tel que vous n'osiez l'espérer. Venez me voir, nous pourrions dissiper ensemble les craintes que bien à tort vous avez pu concevoir, etc., etc., etc. Eugénie Rabule lit. Eugénie Rabule dégire et déclare bien haut dans le voisinage: il a une tête qui ne me revient pas. Mortifié, c'est son premier échec, Albert se rabat avec rage et promptitude sur la première femme laide et vieille qui passe à sa portée. Ce n'est plus une épouse qu'il cherche, mais une associée. Élisa Baumer, adhérente, parfait. Elle veut bien s'installer chez lui, encore parfait. C'est maintenant une habitude, il déménage, s'installe à Montreuil, ferme les portes et joue de l'orgue. Mais le temps n'est pas loin où Albert Pell va devenir célèbre. On l'appellera l'horloger de Montreuil. Il joue sa dernière partition, sans le savoir. Élisa Baumer est enfermée à Montreuil et ne tarde pas à s'en mordre les doigts. Elle est, vous l'avez dit pour moi, malade. Malade comme Madame Pell, malade comme Eugénie numéro 1, malade comme Marie la Bonne, comme Eugénie numéro 2 et sa mère, comme toutes les femmes qui se laissent approcher par l'horloger de Montreuil. Elle est tellement malade qu'une voisine, puis 2, l'aperçoivent se traînant dans le jardin, pliée par la douleur. On lit conversation, on s'étonne que le médecin ne soit pas venu. À bout de force, Élisa ne peut que répondre: « Que voulez-vous ? Il ne veut pas. » Cela se passait le 7 juillet. À partir du 12 juillet, on ne vit plus du tout Élisa Baumer. Et les voisines prévinrent la police car la maison était close. Albert Pell n'était pas là, du moins semblait-il. Et enfin, tout cela était bien bizarre. La police fit des recherches, asile, hôpitaux, état civil, pompe funèbre, en province, en Belgique. En Belgique, c'était le pays d'Élisa. Rien. Le 15 juillet, une odeur épouvantable infesta la maison de l'horloger. Le 16 juillet, une odeur de chair brûlée se répandit alentour. Le 17 juillet, une odeur de chlore. C'est moins gênant, voire rafraîchissant, mais c'est suspect. Une délégation de voisins se rend chez la concierge en palabre et on expédie un rentier, terrorisé mais vindicatif, s'informer chez l'horloger qui manifeste avec trop de désinvolture son retour à domicile. Monsieur Klein, le rentier, frappe à la porte du logement. « Ces odeurs sont insupportables, monsieur. Vous pourriez respecter vos voisins. » Albert Pell entrouvre la porte, pointe sa barbiche et grogne. « Qu'est-ce que vous voulez ?
Madame Elisa n'est pas là, vous comprenez, c'est à cause de ces odeurs. Elisa est partie, je désinfecte. Cette dame a laissé de mauvaises odeurs derrière elle. Terrorisé, M. Klein repart faire son rapport, mais le grand conseil des voisins n'est pas satisfait. D'autant plus que toute la nuit, le fourneau de l'horloger ne cesse d'illuminer les persiennes pourtant closes. Le lendemain, une voisine, plus hardie que les autres, décide d'en avoir le cœur net. Elle grimpe sur une échelle jusqu'à la fenêtre de la chambre qu'occupait Elisa, et par les fentes des volets, elle aperçoit le lit vide, en désordre, le plancher couvert de chlore, et devant le fourneau, une large couche de cendres. En dégringolant de l'échelle aussi vite que son émotion le lui permettait, la voisine échevelée s'écrie « Il a fait cuire Madame Elisa !» Cette fois-ci, le grand conseil des voisins alla tenir sa réunion au commissariat le plus proche, et Albert Pell, l'horloger, est arrêté. Permettez-moi à ce point du dossier de vous fournir un petit résumé. 1. Madame Pell meurt mystérieusement au domicile de son fils. 2. Marie Labonne tombe malade chez l'horloger, en sort et guérit rapidement. 3. Eugénie Meyer, sa maîtresse, tombe malade et disparaît. 4. Eugénie Buffreau, sa première femme, meurt après 2 mois de mariage. 5. Angèle Murat, sa seconde femme, tombe malade. 6. La mère d'Angèle Murat aussi, elle s'éloigne toutes deux à temps. 7. Elisa Baumer, sa dernière conquête, tombe malade et disparaît. Lorsque l'enquête de la police arrive aussi à ce petit résumé, qu'elle apprend que l'horloger a vendu des biens et des bijoux de toutes ces femmes, elle a, comme on dit, de fortes présomptions morales de soupçonner l'horloger de Montreuil d'être un nouveau Barbe Bleue. Que faisait-il enfermé chez lui? Il jouait de l'orgue, c'est vrai, mais il fabriquait de curieux mélanges de substances chimiques dont il avait obtenu officiellement, apprend-on, la détention et l'utilisation, tenez-vous bien, par la préfecture. Pourquoi faire? Des recherches. Albert Pell est un génie méconnu, ne l'oublions pas. Que sont devenues les femmes qui ont disparu de chez lui? Elles sont parties, tout simplement. Les femmes partent souvent et ne reviennent plus. On ne peut rien contre ça. Ça se voit tous les jours. On lui reproche d'avoir annoncé la mort de sa mère et de ses compagnes avec une désinvolture anormale. Mais Albert Pell s'étonne. Y a-t-il une façon spéciale d'annoncer la mort de quelqu'un? Pourquoi n'a-t-il pas rendu la dot que lui réclamait sa belle-mère? Je trouvais ça inconvenant. Comment se fait-il qu'il ait laissé partir Elisa, sa dernière conquête, sans lui demander où elle allait? Par discrétion. Elle me devait 37 francs. Bref. Les 7 femmes de l'horloger de Montreuil ont vécu leur vie comme elles l'entendaient, elles sont mortes comme elles l'entendaient, elles ont disparu d'eux-mêmes, mais il y a quand même de quoi faire un procès. On ne retient contre lui au cours du procès que 2 crimes. L'empoisonnement d'Eugénie Buffreau, sa première femme, et la disparition suspecte d'Elisa, sa dernière associée. Motif? On a trouvé de l'arsenic dans le corps exhumé de la première, on a trouvé dans la chambre d'Elisa un tas de cendres fort intéressant. Pied à pied, argument contre argument, calme, voire ironique, l'horloger de Montreuil, Landru, avant la lettre, nie tout, et tourne en ridicule les experts et les médecins dont il estime les analyses et le diagnostic bien tardifs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de preuves palpables. À bout d'arguments, le président du tribunal se fâche. Mais enfin, vos 2 belles-mères vous accusent. Et l'horloger triomphe. Quand les belles-mères seront crues en justice, ce sera la mort de tous les gendres. On ne retrouva jamais le corps de sa dernière victime. On ne put jamais prouver que l'énorme tas de cendres s'appelait Elisa Baumer, et Albert Pell ne fut pas guillotiné. Le jury le condamna aux travaux forcés à perpétuité et il termina sa vie au bagne. La justice avait fait confiance aux belles-mères, mais à moitié seulement. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un
un podcast issu des archives d'Europe 1. En 1956, il avait 30 ans. En 1956, il était maigre. Il avait des cheveux courts, touffus, plantés loin sur un front crispé, un nez long et charpenté comme taillé dans le bois, de larges oreilles pointues, 2 rides amères encadrant une bouche charnue. En 1956, il avait une tête sculptée, un regard inquiet et aigu derrière des lunettes, une sorte de charme inquiétant. En 1956, il était jeune, ambitieux, volontaire, intelligent, passionné, orgueilleux. En 1956, il était aussi angoissé, fiévreux de vivre, vaniteux. Il était tout, le bon et le mauvais, l'ange et le démon, un drôle d'homme, un drôle d'animal. Aujourd'hui, il a 50 ans. C'est tout. La justice des hommes lui a permis d'avoir 50 ans. Il vit. Il mange. Il dort, il lit, il parle, il dit bonjour et merci. Il a des bras, des jambes, une tête et des idées qui passent dedans. Il existe. Je ne peux pas vous dire qui c'est. Je ne sais pas. C'est quelque chose d'autre. Demandez-moi qui est cet homme qui a tué sa mère, je vous dirai c'est un fou criminel. Demandez-moi qui est cette femme qui a tué son amant, je vous dirai c'est une meurtrière par amour. Demandez-moi qui sont ces gens qui tuent dans les dossiers extraordinaires, je vous dirai ce sont des gens différents, des assassins. Mais ne me demandez pas qui est cet homme, je ne sais pas. Il me fait peur. Il a fait peur à tout le monde. Oui, il a fait peur à la justice des hommes. En 1956, elle avait 19 ans. En 1956, elle était ronde, gaie, insouciante, avec de bonnes joues enfantines et roses, un joli sourire aux fossettes. Elle travaillait à la verrerie de la ville voisine. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un souvenir, le plus insoutenable des souvenirs. Mais parlons du village, le tout petit village en 1956 où la vie est une routine heureuse. Les rues y sont bombées de pavés inégaux, le climat y est rude. Le boucher connaît le garagiste, la mercière connaît le boulanger et le curé connaît tout le monde. Il ne s'y passe jamais rien d'exceptionnel. Il y a des siècles que ce village de France dort et s'éveille sans que les grands de ce monde ne s'en inquiètent. 1956 sera l'année du village. Une célébrité épouvantable. Régine aime bien son village. Elle aime bien la vie, le soleil, son père, sa mère, elle aime tout. À 19 ans, c'est normal. Et puis, nous sommes en avril, c'est le printemps. La fin du long et dur hiver lorrain, quand les doigts gèlent et que le nez rougit et crevasse. Mais ce n'est pas l'annonce du printemps qui a pâli le teint de Régine et cerné de gris ses yeux rieurs. C'est une inquiétude éternelle. Elle compte et recompte sur ses doigts, scrute le calendrier, se fait peur et se rassure toute seule. Et si c'était ça? Il vient le jour où le doute n'est plus possible. C'est ça. La taille de la jeune fille s'est arrondie, elle est enceinte. Que faire? En 1956, dans un petit village lorrain, la seule ressource, c'est la camarade d'atelier et les questions embarrassées, l'affolement. Mais qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi un conseil, j'ai peur. Je ne pourrai jamais en parler à mes parents. Un conseil, dans ce cas-là, on ne donne pas de conseil, on ne peut pas. On ne peut que demander qui est le père. Et Régine ne peut que répondre je ne peux pas le dire.
Ce n'est pas une réponse timide, ce n'est pas une réponse hésitante qui ne demande qu'à se transformer. Non, c'est vrai. Dramatiquement vrai. Régine ne peut pas dire qui est le père de cet enfant qu'elle porte. Alors l'ami conseille la seule chose qu'elle puisse conseiller. Va le voir. C'est à lui de prendre ses responsabilités, c'est son enfant. Il faut qu'il en parle à tes parents. Tu es mineur, tu ne peux pas te marier sans leur consentement. Se marier. Pauvre Régine, la gorge lui serre. Elle ne peut même pas répondre qu'elle ne peut pas se marier non plus. Alors elle prend son courage à deux mains et va le voir, lui, cet homme qui a 30 ans en 1956. Elle va affronter ce regard aigu et inquiet, ce visage d'inquisiteur, pour lui apporter la terrible nouvelle. Pourquoi est-elle terrible, cette nouvelle? Quoi de plus naturel que d'avoir un enfant, même s'il arrive un peu tôt? Elle est terrible parce que jamais Régine, la mère, ne pourra dire qui est le père. C'est impossible. Et que jamais non plus, à moins d'être un saint, Guy, le père, ne le révélera de lui-même. Régine va pourtant le trouver. Il s'affole. Tu dois avorter. C'est toi qui me demandes ça? Tu dois avorter ou partir, loin, et confier ton enfant à l'assistance publique. Personne ne doit savoir, jamais. Jamais, tu m'entends? Personne. Personne ne saura qui tu es, même pas mes parents. Je ne partirai pas, cet enfant est à moi. Je veux le mettre au monde ici, et je ne veux pas l'abandonner. Tu ne peux pas exiger une chose pareille. Un jour ou l'autre, on saura. Un jour ou l'autre, quelqu'un dira qu'il me ressemble, ou bien tu céderas. Pars. Ne reste pas dans le village. Non. Ce nom, c'est un arrêt de mort. Mais un arrêt de mort pas comme les autres. Régine, la jeune fille ronde et saine, qui a voulu jouer avec le diable, ne sait pas que cet homme est vraiment le diable. Oui, je sais. Il m'est déjà arrivé, en vous parlant d'un criminel, de vous dire « c'est le diable ». C'était une image, cette fois-ci, c'est plus qu'une image. Vous verrez. Régine tient sa parole. Elle annonce courageusement à ses parents qu'elle est enceinte. Elle répète courageusement « Ne me demandez pas qui est le père, je vous en supplie. Je ne peux pas le dire, je l'ai promis devant Dieu. » Les pauvres gens insistèrent juste ce qu'il faut pour être sûrs qu'ils ne pouvaient rien faire pour leur fille, que le garçon ne pouvait pas l'épouser. Et puis ils se résignèrent. Les mois passent, chaque jour pratiquement, Régine croise son amant dans le village, à l'église, sur la place du marché. L'accouchement est proche, très proche, vers le 5 ou 6 décembre, probablement. 2 décembre 1956, c'est un dimanche. Guy, l'amant, annonce qu'il part pour quelques jours. Il l'annonce volontairement pour que le village le sache bien. Il partira lundi se reposer chez son frère. Il est reçu chez les parents de Régine, qui ignorent toujours sa paternité. Il leur annonce aussi qu'il s'en va. Lundi 3 décembre 1956. L'amant traverse le village dans sa 4 chevaux pour qu'on sache bien qu'il est vraiment parti. En réalité, il a pris rendez-vous secrètement avec Régine pour une dernière explication, l'ultime explication. Voici venu, chers amis, le moment de vous donner aussi cette explication. Car voyez-vous, il ne s'agit pas, loin de là, d'une banale histoire ou d'un roman d'amour à l'eau de rose. Cet homme qui avait 30 ans en 1956, permettez-moi maintenant de vous le présenter sur la scène de son théâtre personnel, dans son décor, avec son costume, dans son rôle habituel. Son théâtre personnel, c'est le village d'Uruf, en Meurthe-et-Moselle. Son décor, c'est l'église d'Uruf, avec son clocher étroit au bout de la rue principale. Son costume habituel, c'est la soutane. Son rôle,
Oh, ce n'est pas un rôle. Guy Desnoyers, l'abbé Desnoyers, est le curé du village. Et l'horrible chose qu'il va accomplir va faire de lui un cas exceptionnel dans les dossiers extraordinaires. Et pour le monde entier, cet homme, désormais, sera le curé du Ruf. Vous vous en souvenez sûrement, l'histoire du curé du Ruf fait partie de celles que l'on n'oublie jamais. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église à avoir tué, parce qu'il était en même temps un prêtre et un homme tout court. Bien avant lui, Jean-Baptiste Delaconge, vicaire à Lyon, étrangla et dépeça la jeune femme avec qui il avait vécu pendant 15 ans. C'était en 1836, et lorsqu'on l'arrêta, l'abbé Delaconge mettait en gage les bijoux de sa maîtresse et en même temps faisait dire des messes pour le repos de son âme. Il ne fut pas condamné à mort, il finit ses jours au bagne de Brest. L'abbé Bruneau, lui, en 1894, fut guillotiné pour avoir tué une dame patronnesse pour la voler seulement. Et l'abbé Verger, qui poignarda monseigneur Cibout, archevêque de Paris, en pleine église Saint-Étienne-du-Mont, fut lui aussi exécuté. Cette différence de verdict est importante. En ne prenant que ces 3 exemples, on se rend compte que le seul des 3 prêtres qui a tué, disons, par amour, n'a pas subi la peine capitale. Et pourtant, son crime était horrible, peut-être plus horrible que les 2 autres. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Voici venir maintenant leur successeur, l'abbé Desnoyers. Il est sur le chemin qui conduit à l'ultime rendez-vous qu'il a fixé à sa maîtresse, à la mère de son enfant, qui doit naître dans quelques jours. Le curé du Ruf est un bien curieux personnage, et nous devons à l'objectivité de rappeler certains faits qui n'excuseront pas l'acte qu'il va commettre, sûrement pas, mais l'éclaireront d'une seule et faible lumière. À 13 ans, Guy Desnoyers est destiné à la prêtrise. Ses parents le souhaitent, ce sont des cultivateurs lorrains durs et fiers, intransigeants, qui estiment de leur devoir d'offrir à Dieu un de leurs fils. Ils ont 3 enfants, 2 garçons et une fille, que l'on destine au couvent. Devenu prêtre, l'abbé Desnoyers conservera toujours pour sa sœur une affection particulière. Elle n'a pas supporté le cloître, elle n'a pas pu entrer en religion, elle a fait pire. Elle a eu 2 enfants et elle ne s'est pas mariée. Son frère, Guy, s'occupe d'elle, mais il ne la sauve pas. À l'heure où il marche sur le chemin de son rendez-vous avec Régine, sa maîtresse, un revolver dans sa soutane, sa sœur est enfermée dans un asile psychiatrique. Elle est incurable. Elle a basculé définitivement entre la sainteté qu'on lui proposait et son désir d'être une femme comme les autres. C'est le seul commentaire que l'on puisse faire. Guy, son frère, a-t-il les mêmes problèmes? C'est possible. Et cela deviendra évident, je pense, quand vous connaîtrez la suite. Lorsqu'il arrive à Uruf pour remplacer un vieux prêtre que l'évêché a mis à la retraite, il est accueilli avec sympathie mais suspicion. Les Lorrains sont des gens réservés qui se méfient des choses nouvelles et sont plutôt conservateurs. Ils ne se méfieront pas assez, cependant. Le jeune abbé est révolutionnaire avant la lettre. Il organise des sorties, des expéditions pour les jeunes. On le voit dans le Midi à la tête d'une bande de gamins et gamines du village, en maillot de bain, jouant au football, côtoyant sans gêne les fillettes qui n'en sont plus, écoutant leurs confessions naïves. Personne n'y voit grand mal, on pense que monsieur le curé est bien moderne. Mais pour certaines jeunes filles de la paroisse, il a de moins en moins l'air d'un curé. Pour l'une d'entre elles surtout. Elle est enceinte. On ne sait pas de qui dans le village. C'est l'abbé Desnoyers qui la confesse, qui l'emmène chez des amis à lui, qui la persuade d'abandonner son enfant à l'assistance publique. Elle obéit. De toute façon, si elle a péché, elle est pardonnée. L'abbé lui a donné l'absolution, alors. On jase cependant dans le village. Des lettres anonymes arrivent à l'évêché de Nancy. Monseigneur Lally fait une démarche à la petite cure de Meurthe-et-Moselle. Que se passe-t-il entre l'évêque et le petit curé? Monseigneur a-t-il entendu en confession le curé du Ruf? On ne le pense pas, car l'évêché semble admettre qu'il s'agit d'une petite cabale, d'un enchaînement de calomnies villageoises où il y a un peu de vrai et beaucoup d'exagération. L'abbé Desnoyers a eu chaud. Si chaud que le dimanche suivant, il consacre son sermon à la calomnie. Du haut de la chaire, il est ému, violent jusqu'aux larmes. Les paroissiens ne savent plus où ils en sont. En réalité, c'est lui que l'abbé Desnoyers veut sermonner, lui qu'il cherche à apaiser
à excuser, à pardonner, à absoudre. On ne connaîtra jamais le nombre de ces liaisons, car la plupart des débats se passèrent à huis clos, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la seule excuse qu'il trouvait à ces débordements était de ne pas mêler la volupté à ce qu'il considérait comme une fonction nécessaire sans laquelle il ne pouvait pas continuer à vivre. C'est-à-dire que jamais il ne consentit à la luxure, selon sa propre éthique, et se contenta d'étreintes furtives, passagères et hypocrites. C'est de l'une de ces étreintes qu'allait naître un enfant. Cette fois-ci, l'abbé Desnoyers ne peut pas l'éviter. Il est pris au piège. Régine a tout refusé, l'avortement, l'abandon, les expédients, le mensonge, tout. Elle n'a accepté qu'une chose, se taire. Mais l'enfant va naître. La pureté, c'est Régine qui la détient. Pas lui, le prêtre de Dieu, le censeur de confessionnal, le sermonneur de chasteté sévère. C'est lui qui est maudit, pas elle. Le péché, c'est lui qui l'a commis. C'est de lui qu'il va naître. Et ça, le curé du Ruf ne peut pas le supporter. Il bute devant cette naissance comme devant une mort. Elle est aussi inévitable, aussi irréversible. Il a acheté un revolver. Il dira qu'il a pensé au suicide, mais qu'il a rejeté cette solution, car écoutez bien, c'est lui qui parle. Dieu ne pardonne pas le suicide est le pire des crimes. En réalité, soyons durs, il est dégoûté de lui-même, mais lâche, peureux et cruel. Victime de principes religieux mal assimilés, trop forts pour lui, il ne voit qu'une seule issue. Il va tuer cette femme et tuer l'enfant qu'elle porte. Mais avant de tuer cette femme, il lui donnera l'absolution et avant de tuer cet enfant, il le baptisera. C'est tout ce qu'il a réussi à faire surgir de son cerveau malade, prisonnier qu'il est de la religion et de sa personnalité. Je vais tenter, chers amis, de faire passer l'horreur de ce qui va suivre. Car les faits sont là. Pour comprendre, il faut les relater. Cela n'a jamais été aussi nécessaire et aussi difficile. La nuit est tombée. Le chemin du rendez-vous est désert. Régine s'est esquivée de chez elle en prétextant une course à faire. Elle est là à l'heure dite. Celui qui est encore le prêtre du Ruf descend de sa voiture. Tout d'abord, il est silencieux, puis il dit « Régine, je vais te donner l'absolution. » Je n'en ai pas besoin. Elle le répétera 2 fois, étonnée, bien sûr. Mais je n'en ai pas besoin. Si. Là, ils font tous deux quelques pas s'éloignant de la route. Ils murmurent une prière. Elle est déconcertée, elle a peut-être peur. Elle dit très vite « Laisse-moi, je vais rentrer à pied. » Elle s'éloigne rapidement, mais elle ne va pas loin, il la suit, et à 1 mètre d'elle, il tend le bras et vise à la nuque. Régine est foudroyée. La mère est morte, mais l'enfant vit encore. Le curé du Ruf sort de sa poche un petit canif de réclame publicitaire. C'est avec cet instrument qu'il pratique une césarienne et met l'enfant au monde. L'enfant crie. Le prêtre le baptise. De la pointe du couteau, il trace sur la tête du nouveau-né un signe de croix et de sang. C'est seulement après ce baptême diabolique qu'il tue, qu'il se laisse aller à la folie de la destruction. Le petit visage ne doit pas exister. On ne doit pas reconnaître les traits qui sont les siens. On ne les reconnaîtra pas. C'était une petite fille. Le curé du Ruf va chez son frère, il est 7h30. Son alibi est solide, personne ne l'a vu. La disparition de Régine prend des allures inquiétantes aux alentours de 10h du soir. Une amie de Régine appelle le curé du Ruf chez son frère pour l'avertir et lui demander de venir en aide à la famille.
il vient. Il revient. Il passe en voiture à l'endroit de son crime. Il constate qu'on n'a rien découvert encore. Il participe aux recherches avec les autres. Quand on découvre le massacre, il est là. Et il dit « C'est le père de l'enfant qui a fait le coup, c'est signé. » Il fait une prière. Il bénit les corps. Il veut se charger de prévenir la famille. C'est le médecin qui l'en empêche. Le lendemain matin, les gendarmes sont au presbytère. Tout le monde sait déjà qui est le meurtrier. On ne le dit pas encore, parce qu'on n'ose pas y croire. Mais on sait. Après cette question, le curé du Ruf essaiera de prétendre qu'il connaît l'assassin, mais ne peut pas le dénoncer, car il est tenu par le secret de la confession. C'est l'amieux de Régine qui parlera. Elle savait depuis le début qui était le père de l'enfant. La confrontation sera dure. Le revolver est identifié, le curé du Ruf se défend comme il peut, lamentablement, mais il est traqué. À 3 heures du matin, il avoue. Il avouera tout. Toutes les aventures, les noms des femmes, des jeunes filles, pourquoi il a tué, comment, tout ce qu'il a fait dans le moindre détail. Ce ne sont pas des aveux, car il ne veut pas être un criminel comme un autre. Il veut demeurer prêtre. Alors c'est une confession. La foule crie à mort sur son passage pendant la reconstitution. Lui, le curé du Ruf, s'agenouille, lève les yeux au ciel et refait un par un pour les gendarmes tous les gestes de son double crime insensé. Le 6 décembre, le village enterre Régine et sa fille. Dans le cimetière, une petite plaque de marbre. Ici repose Régine, tuée par le curé de la paroisse, le 3 décembre 1956, à l'âge de 19 ans. Après 14 mois de prison, en février 1958, le curé du Ruf est devant les assises de Meurthe-et-Moselle. Les autorités religieuses, à la veille des débats, ont demandé aux fidèles de prier pour les fautes d'un pasteur égaré que l'on remettait à la justice des hommes. Procès public d'ailleurs, car on ne réservera le huis clos qu'à l'audition de certains témoignages gênants. 3 psychiatres vont affirmer la responsabilité pleine et entière du curé du Ruf. Ce prêtre, c'est le bâtonnier Gasse qui le défend devant un jury dont l'aumônier de la prison de Nancy déclare « C'est un bon jury ». Les débats seront brefs. L'accusé, qui serre dans ses doigts un minuscule crucifix, se lève lorsque le juge lui demande ce qu'il a ajouté pour sa défense. Il se lève et dit « Je reste prêtre. Je réparerai en prêtre. Il m'abandonne à Dieu totalement car j'ai confiance en sa miséricorde. Et je m'abandonne à vous car je sais que devant moi, vous tenez la place de Dieu. » Oui, ce fut un bon jury d'assises. Un bon jury en vérité qui déclara le curé du Ruf coupable avec des circonstances atténuantes et le condamna à la prison à vie. On le fit sortir du tribunal par une porte de derrière pour éviter la foule et ses réactions. Un véritable escamotage. Il fallut aussi le changer de prison pour sa sécurité. Et dans la nouvelle, il y fut méprisé par les autres détenus. Le curé du Ruf n'est même pas arrivé à faire partie du monde pourtant large et accueillant des criminels qui ont rendu des comptes à la justice. Pour cela, il semble que Guy Desnoyers n'ait pas rendu les comptes qu'il fallait. Ne sont pas les seuls à penser cela. La preuve. Le lendemain du verdict qui sauvait la tête du curé du Ruf, l'avocat général, au cours d'un autre procès pour meurtre, déclara au jury d'assises « Je ne demanderai pas la peine capitale contre cet homme qui est là, à la même place que celui qui, hier devant cette cour, a sauvé sa tête. » Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont.
Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.